C'est avec un grand retard qu'on commence cette émission, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à tous. Nos excuses pour ces décalages. Nous débutons cette émission avec deux co-débatteurs avec qui nous allons réfléchir autour de l'actualité. On se pose la question entre ceux qui attaquent la rencontre de Martin Fayulu avec Félix Tshisekedi, ceux qui apprécient, qui dit mieux au regard des enjeux qui sont juste en face de nous, l'insécurité dans la partie est du pays, les sociales qui ne reviennent pas à son niveau qu'on voulait bien, la justice qui semble bégayer sur beaucoup de dossiers que nous voulons bien qu'il y ait des éclaircissements. Alors, pour réfléchir autour de cette question, je vous présente un habitué de cette émission, Shatak Mopata, il est cadre du parti MSR. Il est avec nous, cher estimé, bonjour. Bonjour, monsieur Cédric Vachal, à qui j'ai beaucoup d'estime. Merci. Et je salue aussi mon co-débatteur à qui nous sommes en train de partager le même plateau. Et je crois que nous allons réfléchir vraiment pour l'intérêt de notre pays. Mais je salue aussi tous les Congolaises et Congolaises qui nous suivent en ce moment. Et je salue aussi le camarade fédéral du MSA, M. Ismaël Moussoungaï. Et je salue aussi le CG du MSR, le professeur Raphaël Ouaoulou, mais je salue aussi l'initiateur du parti, M. Joseph Kabila Kabang. Merci beaucoup. Nous avons en face de vous Esaïe Mbaki qui est analyste politique. Cher estimé, bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Ça fait un bail qu'on partage le plateau ensemble. Oui, ça va. On tient quand même. Ah d'accord. Alors, la rencontre Martin Fayulu, c'est l'actualité mère qui va nous animer dans cette émission parce que déjà, il y a les uns qui attaquent les autres, comme quoi par exemple la dernière sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, c'était des attaques justement contre les leaders de la coalition Lamouka, qui pour les uns, ils estiment qu'il est à la recherche des postes. Et dans les vocabulaires des autres, c'est quelqu'un qui voit le pays sombrer dans un chaos en termes de l'insécurité qui sévit dans l'est du pays. Et il est venu saisir la main de son frère, réfléchir ensemble autour des vraies questions de l'heure, combien même il revient sur la voie de la Cinco ECC, une voie qui n'est pas bien saluée par les autres. On va en parler dans cette émission. Cher estimé Shatak Mopata, je vous donne la parole sur cette question. Rencontre Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, sur les vraies questions qui rangent la République. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup pour cette belle question et ça fait vraiment débat la rencontre de monsieur le président Tshisekedi avec monsieur Martin Fayulu. Ça fait vraiment débat. Il y a certaines personnes qui considère ça comme étant un acte de débauchage. Certaines personnes pensent que Martin Fayulu essaie un peu de faire les yeux doux pour avoir le poste, mais différemment par rapport à ce que certaines personnes pensent, moi j'aimerais que nous puissions quand même analyser et que notre analyse soit objective pour y arriver à comprendre réellement quel est le vrai problème qui se passe. Et on doit se poser tellement de questions pour comprendre réellement la motivation de M. Martin Fayulu. D'ailleurs, pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment entre Martin Fayulu et M. Tshisekedi, on doit quand même revenir en arrière pour voir les tweets de M. Martin Fayulu. Je me rappelle, c'était le 30 mai où dans son compte X, Martin Fayulu a tweeté, il dit: assistons-nous à une troisième grossesse du couple FCC Cash ou à une première grossesse du couple Union Sacrée FCC? Qui veut-on vraiment prendre pour les dindos de la farce, le peuple congolais? Là, il a mis des points d'interrogation. Bon, c'était comme une question, une interrogation que Martin Fayulu essaie un peu de s'interroger. Bon, en quelque sorte, c'était déjà un message lancé vis-à-vis du peuple congolais, vis-à-vis de M. Tshisekedi, vis-à-vis de Joseph Kabila. Mais quand vous analysez aussi son adresse à la nation, il dit quelque chose de très important. Il dit: je vais vous voir non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais pour patriotisme. Rien qu'avec ces deux éléments, on peut comprendre clairement que Martin Fayulu
n'a rien à voir avec ce que les gens parlent du débauchage. Premièrement, si Martin Fayoulou est à côté de M. Tshisekedi pour un poste, je pense que cela ne cadre pas. Parce qu'en ce moment, le conflit que nous avons, Martin Fayoulou, par rapport à ce conflit, il ne fait pas vraiment les poids. On peut même donner le poste du Premier ministre à Martin Fayoulou, Goma, Kivu, toutes ces parties qui est maintenant entre les mains du M23 et AFC ne sera jamais libéré. Donc, cela ne va rien changer. Pour qu'il y ait la paix ou la sécurité en ce moment, même Martin Fayoulou lui-même, il a bien dit qu'il n'y a pas de 36 chemins, il n'y a qu'un seul chemin sur le chemin du dialogue qui est prôné par les évêques et les pasteurs de FCC. Et déjà avec cela, on peut comprendre que Martin Fayoulou n'a rien à voir avec les histoires des postes parce que cela ne changera absolument rien. Et avec son tweet, lorsqu'il pose la question, il dit « Assistons-nous à une troisième grossesse entre FCC cache ou à une première grossesse du couple Union Sacrée et FCC ?» On doit déjà se poser des questions. Selon le dire de certaines personnes, qu'en 2018, il y a eu un deal entre les pouvoirs en place de ces temps-là avec Félix Tshisekedi. Et dans ces deals-là, selon certaines personnes, selon lui-même, Martin Fayoulou, c'est lui qui est le perdant par rapport à tout cela. Parce qu'il pense que certaines personnes ont négocié même son sort alors que lui n'était pas là. Et en ces temps-ci, il pense par rapport à son tweet, il pense comme si en secret, le gouvernement actuel est en train de négocier avec les FCC, avec Joseph Kabila. Et il pense que si au moins il y a cette négociation qui se fait, et il a peur d'être aussi, de se retrouver dans la même position qu'il avait en 2018. Donc pour moi, son tweet voulait tout simplement faire appel à ces deux protagonistes entre l'Union Sacrée et FCC, si au moins il y aura comment je peux dire, il y aura une négociation entre les deux. Et il ne veut pas être dans le placard, il veut aussi assister, être aussi parmi les gens qui vont discuter. Parce qu'on doit les dire, les poids qu'avait Martin Fayoulou en 2018, ce n'est pas le même cas aujourd'hui. Preuve année, même en 2023, lorsqu'il y a eu des élections, il s'est retrouvé avec 4,9% de voix. C'est-à-dire, Martin Fayoulou, par rapport à sa politique, il essaie un peu de faire quelque chose de mieux pour que lui aussi puisse quand même se retrouver. Et supposons que M23 prennent des moyens pour arriver à Kinshasa, qui seront les perdants. Ce sont aussi les opposants qui n'ont pas du tout touché les armes. Voilà pourquoi Martin Fayoulou a l'intérêt de chercher qu'il y ait des négociations pour que si, à travers les négociations, tout le monde peut se retrouver, on peut quand même protéger nos institutions et tout va se passer. Et selon vous, cette rencontre, cette unité profite aux individus, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, ou bien à la République? Bon, moi, je ne vois pas que cela puisse profiter seulement à Martin Fayoulou, mais je pense que c'est la meilleure option que tous les Congolais pourront quand même en profiter. Parce que la paix, il y aura vraiment la paix. Si on se met dans cette façon de voir des choses, et ça va aider à tous les Congolais, parce que tous les acteurs politiques, ils vont prendre part et nous allons discuter une fois pour toutes pour résoudre le problème de l'Est, pour résoudre le problème des Congolais. Très bien. Esaïe Mbak, vous avez la parole. Il y a de ceux qui pensent qu'il s'agit bel et bien d'un Martin Fayoulou à la recherche des postes, lui qui envisage déjà 2028. 2018, il a mordu la poussière plutôt en 2023 également, mais cette fois-ci, il planifie 2028, mais doit quand même se retrouver dans les mangeoires, dans les institutions pour quand même se taper une santé financière et revenir avec force en 2028. Qu'est-ce que vous avez analysé autour de cette rencontre? Merci beaucoup, cher Cédric, pour la question posée. C'est vraiment une question pertinente qui nécessite des analyses vraiment approfondies. Comme l'a si bien dit mon co-débatteur, en tout cas, moi aussi, de mon côté, je ne vois pas un Martin Fayoulou qui serait à la recherche d'un poste ministériel ou quoi que ce soit. Mais c'est un Martin Fayoulou qui veut au moins réunir tous les grands leaders de la République démocratique du Congo autour d'une même table, afin qu'ils puissent, au moins je dois dire, donner les lignes de conduite pour une bonne vie des Congolais. Mais là, moi je me pose une question. Ils vont aller au dialogue,
ils vont négocier. Et ce qu'ils vont se dire là-bas, ce qui va, pardon, se dire là-bas, là, on ne sait pas. Mais moi, je me pose la question de savoir, est-ce que n'allons-nous pas retomber dans les mêmes histoires que nous avons connues depuis qu'il y a eu des dialogues en RDC? Parce que depuis son indépendance, la RDC a connu bel et bien des dialogues. On a commencé avec la CNS en 1991-1992, ce qui a même fait que le fait Étienne Tshisekedi soit nommé Premier ministre, et ça n'a pas tenu. On a eu en 2003 avec en 2001, pardon, avec les DIC, les dialogues intercongolais de Sun City, qui nous a donné la configuration de 1+4. Tout cela a été pour qu'il y ait une paix durable et amorcer le processus du bon déroulement et le développement de la RDC. Fort malheureusement, nous nous sommes toujours retrouvés dans les mêmes bécavas. Et après, il y a eu des négociations de Goma, il y a eu des accords de Lomera, il y a eu des concertations nationales en 2013 et des accords de Saint-Sylvestre. Et aujourd'hui, Martin Fayulu nous appelle tous à une cohésion nationale. C'est sur cela, c'est une voie justement qui peut nous amener à nous dépasser de nos égos et puis privilégier l'intérêt de la nation. Évidemment, il a publié aussi le mois passé dans ses tweets, dans son compte X. Et là, il disait il faut que toutes les parties prenantes puissent se retrouver. Quand il faisait encore ses premiers appels aux dirigeants actuels, il disait il faut que toutes les parties prenantes se retrouvent. Et là, ici, est de se poser la question de savoir parmi ces parties prenantes, est-ce qu'on inclut aussi la population? Question mark. Bien évidemment qu'il y aura la participation de la société civile, mais là, est-ce que tous les problèmes qui touchent à fond et au fond les Congolais seront exposés en bonne et due forme? Et là, ici, est vraiment de se poser la question. Et moi, je pense que on doit quand même soutenir cet appel de Martin Fayulu, se mettre tous à table. Et comme il a dit, il faut que ça soit vraiment un dialogue inclusif, un dialogue délibéré, où on ne doit pas faire primer les égos, où une classe sociale ne doit pas primer sur une autre classe. Quant à nos compatriotes qui sont à Goma, Martin Fayulu l'a si bien dit, que Nanga cesse au moins d'utiliser les sangs congolais pour au moins réclamer ces carrés miniers. Parce que aujourd'hui, si on se met autour d'une table et qu'on trouve une solution, mais de vie perdue là, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et ces familles qui sont victimes des atrocités, des affres de guerre. Vous voyez? Donc là, ça crée toujours une blessure ontologique et ça resterait ancré donc, au plus profond des êtres. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas bien. Et quant à Kabila, Martin Fayulu l'a aussi si bien dit, qu'il cesse au moins de se faire soit parrain ou soit de s'allier, ou soit de s'aligner aux côtés des rebelles, mais qui reviennent afin que nous puissions discuter sur les questions existentielles des Congolais, parce qu'on ne peut pas toujours demeurer dans cette niaiserie, excusez-moi les termes, on doit quand même aussi décoller, puis trouver les bonnes solutions pour que et les classes sociales politiques et les classes sociales non politiques puissent au moins se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est sans ignorer qu'en RDC, il y a une ligne de démarcation qui est visible à tout le monde. Non, ce sont beaucoup plus les politiques qui sont mieux. Et pour avoir de l'argent, pour être mieux, il faut être politique. Et non, moi je pense que dans ces dialogues que Martin Fayulu fait appel, on aura une possibilité que tu sois politique ou non, que tu te retrouves quand même en RDC. Très bien, cher estimé Esaïe. Alors, il y a une question que je vais vous poser à vous tous, c'est que pensez-vous que ces dialogues justement prônés par Martin Fayulu pourra donner un avenir à la jeunesse congolaise qui, lors des dernières joutes électorales, vous avez vu que la jeunesse a été utilisée pour le marche-pied de certains leaders politiques. La jeunesse aujourd'hui qui n'a pas vraiment une part dans les instances de prise de décision. On ne dit pas suffisamment, on peut le dire que pas suffisamment, ils ne se retrouvent pas dans les instances de prise de décision. Et
Dans cette adresse également, Martin Fayulu n'a pas seulement demandé cette rencontre avec Félix Tshisekedi, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, il s'est adressé justement à Joseph Kabila Kornenanga, qui aujourd'hui, ils sont taxés des complices de tout ce qui s'est vu aujourd'hui à l'est du pays. Shadrack Mukpati, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'appel de Martin Fayulu et cette rencontre pourra permettre à ce que vous, la jeunesse, vous et moi, comme jeunesse, nous puissions retrouver aussi notre part, ou bien nous pouvons trouver cette opportunité de revendiquer aussi nos droits? C'est la première question. Ok, vous savez, il faut espérer toujours, parce que quand vous avez l'espoir, ça vous permet quand même d'être motivé. Et il est possible de vivre, mais vous êtes déjà mort quand vous n'avez pas l'espoir, donc vous perdez directement la motivation. Et avec la déception que nous avons vis-à-vis de M. Tshisekedi, parce qu'il nous avait promis, il a promis les jeunes qui feront de nous des millionnaires. Et nous avons aussi compris qu'ils ont eu l'opportunité de faire de nous des millionnaires, sauf qu'ils ont manqué juste la volonté politique. Parce que lorsque M. Nicolas Kaza dit, il fait ses mea culpa, il reconnaît que Kabila avait laissé au moins une dotation de ministère de 5 milliards de dollars, et puis à leur époque, ils se sont rendus compte qu'il y avait suffisamment d'argent. Ils pouvaient aussi faire de sorte que toutes les NI soient quand même mécanisées, soient quand même payées. Mais eux, ils ont préféré au moins je ne sais pas, de multiplier au moins par 10 leur dotation, multiplier au moins par 10 leur salaire. Donc c'est comme si cet argent manquait quelque chose à faire, alors que nous, les jeunes, nous sommes là. Il y a tellement de jeunes qui ont des dossiers en ce qui concerne la mécanisation. Donc, on aurait au moins à voir dans la ville de Kinshasa, partout au Congo, presque tous les jeunes, ils sont payés par les gouvernements. Bon, ils ont manqué cette opportunité. Mais je pense que, et je crois que le dialogue que prône Martin Fayulu, le dialogue qui est accepté par les FCC, M23, tous ces gens, les prêtres, c'est la seule issue qui pourra nous sortir dans la crise. C'est le seul moyen qui pourra faire de sorte que la voix de jeunes aussi puisse aussi être entendue. Martin Fayulu martèle beaucoup plus sur le dialogue de la 5O. Mais ce qui ne s'inscrit pas dans le vocabulaire ni de l'opposition, ni de la majorité, parce que vous vous souviendrez déjà que la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba était critique sur cette proposition, et même certains leaders de l'opposition comme Alain Bolodjoa par exemple, bon, il ne salue pas au moins cette proposition de Martin Fayulu. Bon, la récente sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, pour moi, constitue une preuve péremptoire qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des catégories de gens. Il y a des gens qui ne veulent pas que M. Tshisekedi puisse négocier, que nous puissions aller au dialogue, parce que quand vous négociez directement, il y aura des postes, il y aura des faveurs, entre autres. Il y a certaines personnes qui se retrouvent maintenant dans l'Union sacrée, qui sont constituées comme des poids lourds, ils vont directement perdre ce statut. Et c'est quelque chose qui est les gens de l'Union sacrée ne veulent pas. Vous allez vous rappeler même la rencontre de M. Tshisekedi avec le président rwandais Kagame à Doha. C'était quand même une surprise. Donc, c'est-à-dire, ce n'était pas du tout... les gens ne connaissaient pas cela. Même les gens qui étaient tout autour du président Tshisekedi, ils étaient étonnés. Et par là, on comprend qu'il y a certaines choses que M. Tshisekedi n'arrive pas à faire parce qu'il y a des ennemis de la République qui sont tout autour de lui, qui essaient un peu de lui donner des conseils qui allant beaucoup plus dans le contexte de leur intérêt et non pour l'intérêt de la RDC. Si M. Bemba est contre ces dialogues, il n'a quand même à nous proposer une piste de sortie qui pourra quand même nous aider à réunifier les Congos. Parce qu'il continue à dire non, le seul moyen on trouve en ce moment qui pourra faire de sorte que les Congos puissent redevenir unifiés comme Kabila nous avait laissé, c'est le chemin du dialogue. Parce que Bemba refuse cela, mais qu'est-ce qu'il nous propose? Et j'ai vite compris qu'il y a certaines personnes qui sont bonnes tout en étant un rebelle, parce que vous savez, être un rebelle, c'est facile qu'être un ministre. Parce qu'un ministre, vous serez face aux défis que vous devez relever. Un ministre, il doit faire appel à l'intelligence qui est définie comme étant une capacité de résoudre un problème. Et c'est quelque chose comment... Je vais vous donner un exemple.
Bemba, lorsqu'il était chef rebelle, vous savez tous qu'on avait tellement peur de Bemba, on disait qu'il est redoutable, on l'appelait même Baïmoto, tout et tout. Donc, on savait qu'avec la rébellion de MLC, Bemba Zala, qui n'était pas les moindres, il était quand même quelqu'un qui pesait dans la rébellion. Mais comparer Bemba rebelle et Bemba homme d'État en ce moment, d'ailleurs, si vous vous rappelez, vous n'avez pas oublié, quand M. Tshisekedi, quelle a été la motivation de M. Tshisekedi de donner au M. Bemba le poste de ministre de la Défense? C'est parce qu'on pensait qu'une fois Bemba au pouvoir comme étant ministre de la Défense, déjà, en ce qui concerne la sécurité du peuple congolais, allait être déjà rassuré. Mais c'est avec regret qu'on a fait de placer M. Bemba du ministère de la Défense au ministère du Transport. Même aujourd'hui, au ministère du Transport, on a un problème, on a un défi à relever, le problème des embouteillages. Mais M. Bemba est même incapable de nous donner la solution. Mais il s'est dit qu'il est en train d'abattre un travail. Il est en train d'abattre un travail depuis qu'il était en train d'abattre. Ce n'est pas maintenant que M. Bemba est ministre du Transport, c'est depuis longtemps. Vous savez, en sciences politiques, on dit les institutions, si ça existe, c'est pour la satisfaction des intérêts publics. Vous pouvez nous parler au Mati Gauche, au Kiti. Ah ouais, si le peuple n'est pas du tout satisfait, on doit se rendre compte que vous êtes en mesure de faire pour rien. Et je pense que le problème actuel avec les politiciens congolais, ils sont beaucoup plus des gens qui courent derrière leurs intérêts. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt de notre pays. Et si je dois quand même le dire, ce n'est pas quand même un NG. On est aussi en manque d'intelligence, parce que l'intelligence, c'est cette capacité qui nous permet de résoudre les problèmes. S'ils sont incapables de résoudre les problèmes, c'est parce qu'il manque aussi d'intelligence. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, M. Bemba n'est pas du tout un modèle, n'est pas du tout quelqu'un à qui on peut ouvrir grandement nos oreilles pour écouter. Il essaie un peu d'injurier M. Joseph Kabila, comparer Joseph Kabila avec M. Bemba. On se rend compte que Kabila a fait quelque chose pour ses pays, mais Bemba n'a rien fait pour ses pays. Ah, très bien. Je donne la parole à Esaïe Mbaki. Bien sûr, aujourd'hui, il y a de ceux qui pensent que la voix des pères des églises est la voix crédible qui peut justement nous amener à la paix totale dans l'est du pays, sur toute l'étendue du territoire national. Mais la grande question, c'est qu'il y a de ceux qui pensent que Martin Fayulu s'est fait au lieu de rencontrer Félix Tshisekedi, poser les vrais problèmes, parler même de la jeunesse, comme vous et nous, qui manquons au moins assez d'opportunités, mais c'est fait porte-parole de la CNCO-SSC. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, c'est vraiment une question inquiétante. Et pourquoi les pères des églises qu'on qualifie aujourd'hui des politiciens doges, ils se sont aussi sacrifiés. Oui, selon Jean-Pierre Bemba. Oui. Ils se sont aussi sacrifiés. Ils ont pris les risques d'aller côtoyer tout le monde. Ils ont atterri dans une zone où beaucoup d'autorités politiques du Congo actuel ne peuvent pas atterrir. Ils ont quand même pris ces risques. Ils sont allés négocier avec... c'est là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était dit. Mais moi, je pense qu'avant que ces gens-là n'aillent de l'autre côté, ils avaient quand même... eu l'approbation du président. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils aillent consulter Nanga et les autres, ils avaient aussi consulté les présidents. Et après ces consultations qu'ils avaient pris le chemin pour Goma, en passant par le Rwanda, ils sont allés même jusqu'à la diaspora. Et après cela, ils devraient au moins aussi retourner auprès du président pour donner les comptes rendus. Et depuis lors, le président ne les recevait. Ils ont introduit... Et donc, c'est Martin Fayulu qui a plaidé en leur cause. Parce que lorsqu'ils avaient rencontré le président en premier, avant de commencer prendre leur bâton de pèlerinage, il n'y avait pas un porte-parole. Ben oui, vous savez, j'aime bien quelque chose que le professeur Onoy a dit. Il dit, des fois, il est erré, soit chancé d'être les derniers. Ces gens-là, ils ont déjà fait quelque chose. Et alors... prendre ça ou soit réduire ça à rien, ça serait du gâchis et puis ça va encore complexifier le travail. Et donc, moi je pense que c'est nécessaire, comme M. Fayulu l'a dit, de prendre au moins les rapports de ce que le père des églises ont fait et puis voir ce qu'il y a des pour et ce qu'il y a des contre. On prend ce qui est positif et ce qui est négatif, on jauge puis on met de côté. Et alors, donc, c'est quand même nécessaire que ces gens-là présentent quand même les rapports. Et Martin Fayulu ne plaide pas en vain. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne plaide pas en vain.
c'est parce qu'il y a quand même un guet de cause. Ils ont eu à échanger avec tout le monde, ils ont compris le vrai, peut-être qu'ils auraient compris les vrais problèmes, et c'est pourquoi Martin Fayulu veut à ce que le processus déjà amorcé, qu'on puisse seulement continuer dans ce cheminement, au lieu d'aller encore vers un chemin détourné pour peut-être revenir encore à quelque chose qui ne va pas nous amener quelque chose de consistant. Et alors, il serait quand même louable, donc je ne dis pas que c'est ce qui doit être, mais il serait quand même louable qu'on puisse au moins avoir aussi un œil ouvert sur ce que les pères des églises ont fait par rapport à ces dialogues, parce qu'ils ont quand même déjà bâti quelque chose de consistant. Consulter toutes ces personnes-là, c'est déjà quelque chose de bon, et en tout cas, qu'on continue seulement dans ces processus, quand bien même qu'il y a des gens qui taxent ça de tout et de rien, mais c'est les dialogues qui va au moins nous aboutir à une paix durable. Parce que moi je le dis, avec des armes, moi je peux être là aujourd'hui avec mon co-débatteur en situation de guerre et de tension, on se bat, il me bat aujourd'hui, je ne resterai pas comme ça. Je vais aller me préparer, demain je viens, je les bats. Et il va se dire, mais quelqu'un que moi je déjà bâti, aujourd'hui il revient. Donc vous voyez on commencera avec ces ping-pong. Quelqu'un frappe, l'autre réplique, on frappe, on réplique. Et donc il faudrait qu'on se mette quand même autour d'une table pour trouver la vraie solution. Mais il faut se mettre autour d'une table alors que certains opposants plutôt ne trouvent pas une opportunité justement de profiter de cette aubaine pour rencontrer le président de la République. Il y a de plupart d'opposants aujourd'hui qui ne veulent pas, qui critiquent d'abord Martin Fayulu, et vous sentez en eux cette détermination de ne pas oser justement s'approcher du pouvoir en place. Pensez-vous que réellement cette cohésion nationale, c'est sursaut patriotique que nous sommes en train de chercher, et la fin de la situation d'insécurité dans l'Est du pays aura une solution? Moi, ce que je vais proposer à ces opposants qui ne veulent pas ces processus de dialogue, qu'ils abandonnent un peu leur ego, bien qu'ils sont opposants, mais ils sont quand même socialement stables et équilibrés. Et si on veut trouver une solution qui, particulièrement, c'est pour des affres, des guerres qui sévissent à Goma. Moi, je me demandais si les armes résonnaient ici à Kinshasa, est-ce que ces opposants-là auraient cette audace de dire que non, en tout cas, on ne dialogue pas? C'est parce que ça ne crépite pas ici qu'ils ont cette audacité. Ils n'essayent même pas de nous protéger. Ben oui. Et donc, qu'ils cessent en paix ces côtés égaux, qui regardent l'intérêt communautaire. C'est la patrie qui doit primer, et non des intérêts mesquins et égoïstes. Parce que si on s'est dit que bah non, on va se maintenir parce qu'on est opposant, et que la population est tuée, vous serez opposant en quoi? Et les opposants, en tout cas, je ne sais pas quelle est la connotation que certains politiques congolais donnent à l'opposition. Un opposant, il est là pour contrôler les gouvernements et dire ça non, ça oui. Et s'il y a aussi des points où on peut se mettre d'accord, on doit se mettre d'accord. On ne peut pas faire une opposition radicale. Non, ça en tout cas, chez moi, ça ne passe pas. Pas une opposition radicale, parce que je ne sais pas. Si on ne veut pas de ces dialogues et qu'il n'y a pas la paix, les zones récupérées par l'AFC et le M23 ne sont pas réintégrées dans l'intégrité territoriale. Est-ce qu'en 2028, ils seront en mesure d'arriver à Goma pour battre la campagne? Ils seront en mesure d'être à Massissi, à Tchenguerero pour battre la campagne? Je ne pense pas. Et donc, on doit vraiment maintenir ce processus de dialogue, parce que moi, je suis de ceux qui pensent, si on ne dialogue pas et que les atrocités continuent de l'autre côté, on risquerait aussi de ne pas avoir les élections en 2028. Très bien, merci beaucoup. On prend un autre aspect, toujours dans l'aspect sécuritaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est à quelques jours, selon certaines indiscrétions, pour justement signer ces deals entre les États-Unis et la RDC, justement ces partenariats stratégiques attendus de tous bords. Mais depuis hier,
Reuters, un média, je crois, européen qui a rendu public cette information selon laquelle les États-Unis plutôt demandent au Rwanda de retirer sur les sols congolais ses troupes avant justement la signature de cet accord stratégique. Chata Moupata vous donne la parole sur ce partenariat stratégique qui va profiter à la République tout entière. Pensez-vous aujourd'hui que l'impossible est en train de devenir possible alors que les gens prophétisaient en mal sur ces partenariats entre la RDC et les États-Unis d'Amérique? Chez Cédric Bachar, vous savez, ce qui fait la différence avec nous, les gens que vous avez des fois l'habitude d'inviter dans votre plateau pour débattre ce qui concerne la nation congolaise avec les gens de l'ARI, c'est par rapport à cette expertise-là. Parce qu'on a eu des temps peut-être de se former et étudier à la loupe, comprendre au moins comment est-ce que le jeu politique se passe. Et ce qui fait que tel que je suis là, et je n'accepte pas du tout qu'on puisse me faire gober quelque chose. Et quand vous voyez comme ça, vous voyez que ça c'est un mensonge. Nous sommes en train de rêver. Il n'y aura jamais ces partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis sans pour autant respecter ce que les États-Unis sont en train de nous demander. Okay. Si les États-Unis demandent au Rwanda de retirer ses troupes, les États-Unis demandent aussi au Congo aussi de négocier aussi avec la FC, de négocier aussi avec les M23, de négocier aussi entre nous. Je vais vous dire une vérité. Cette démarche de dialogue intercongolais qui est prônée par Martin Fayulu, par les prêtres, pensez-vous que cela ne vient que seulement de ce prêtre? Mais je vais vous dire, c'est la volonté des États-Unis, c'est la volonté de la communauté internationale. Ils pensent qu'au moins pour que le Congo puisse avoir une paix durable, il faut que toutes les parties prenantes puissent s'y retrouver. Il n'y aura jamais de partenariat stratégique si la RDC n'accepte pas de dialoguer entre nous, de dialoguer avec la FC, de dialoguer avec les M23. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, c'est pas ce que vous pensez, parce qu'aujourd'hui, la RDC qui est en train de coincer le Rwanda, comme aujourd'hui, le Rwanda est parvenu à quitter la CAC, parce que l'ombre de la RDC est aujourd'hui perçue par le Rwanda partout. Ne pensez-vous pas que c'est au moins un pas qui tend déjà, qui amène la RDC vers son retour puissant sur la scène internationale? Là, c'est une réflexion un peu démagogique des politiciens. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, qu'en sciences politiques, on nous dit les institutions, si ça existe, c'est pour la satisfaction de l'intérêt général du peuple. Donc le plus important, vous savez, on peut tout faire du Rwanda, on peut faire de sorte que au Rwanda, les gens ne vivent plus mieux, tout le mal qu'on veut pour le Rwanda ne pourra jamais résoudre les problèmes des Congolais. Le plus important, le Rwanda s'est retiré. Qu'est-ce qui a changé ici au Congo? Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le plus important pour nous, c'est que le peuple a besoin au Congo. Il faut qu'il y ait la paix, il faut que les gens mangent mieux. C'est toutes ces choses-là qui est très important pour nous. On continue toujours à croire qu'avec toutes ces histoires, cela pourra peut-être faire de sorte que les Congolais puissent vivre. Mais depuis un certain temps, il y a toujours ceci. On a sanctionné les Rwandais, on a fait ceci, on a fait cela. Mais qu'est-ce qu'il fait de notre pays? Il n'y a aucun retombé par rapport à notre pays. D'ailleurs, Goma, Kivu, tous ces gens, tous ces partis-là sont toujours entre les mains des AFC et M23 qui est soutenu par les Rwandais. Et qu'est-ce que cela nous donne? Vous savez, je l'ai toujours dit, vous devez être en mesure de voir comment est-ce que la communauté internationale est en train de jouer avec nous. Parce que ils sont contre l'agression russe en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent quand même l'Ukraine. Ils donnent l'argent, ils donnent des munitions. Ils permettent quand même à l'Ukraine de se défendre. Mais est-ce qu'ils le font pour le Congo? Vous savez, je l'ai toujours dit, la politique, c'est aussi un monde de camouflage. Je peux dire tout comme des gens veulent
Kabila condamne le Rwanda. On peut condamner le Rwanda, mais en privé, vous êtes en partenariat avec eux, vous savez. Il s'est retrouvé à Goma dans les circonstances. Mais vous venez, vous venez de le dire ici. C'est ce qui fonde même les critiques contre lui. Vous venez de le dire ici, les prêtres aussi ont eu à passer aussi par les Goma aussi. Est-ce que pensez-vous que si, même avant cela, si Kabila retourne au Congo, il vient à Kinshasa, il ne sera pas du tout dérangé? Il allait toujours être dérangé. Vous savez, c'est mieux de se défendre que de se laisser au moins à la merci de certaines personnes. Et puis, quand la justice viendra, on n'a pas aussi confiance à notre justice. Ce qu'a fait, je ne défends pas ce qu'il a fait, mais je pense que comme étant aussi un juriste, on dit Arto incumbit probatio, la charge de la preuve incombe à la partie des mandats. Quand vous dites que M. Kabila est là-bas, ta présence à Goma n'éprouve à rien que de mèche avec. Et je l'ai déjà dit même partout, aujourd'hui, AFC M23 a un problème avec ceux qui sont en train de nous gérer. Je ne vois pas du tout, je n'ai pas du tout vu un opposant ou certaines personnes se retrouvant à Goma ou être malmenées par ces rebelles. Je n'ai pas du tout vu. D'ailleurs, ils font de sorte pour que les gens voient qu'ils ne sont pas du tout contre le Congolais, mais sont contre le régime de M. Tshisekedi. Si au moins il y avait d'autres personnes qui sont retrouvées là-bas et que les M23 ou les AFC ont réservé un traitement qui n'est pas digne de son nom vis-à-vis de ces gens-là, là on allait quand même dire que se poser des questions. Pourquoi ils ont bien accueilli Joseph Kabila, pourquoi ils ont bien protégé Joseph Kabila et qu'ils n'ont pas protégé d'autres personnes? Là, on allait peut-être croire qu'il y a eu des mèches avec ces gens-là. Mais moi, je ne pense pas du tout que M. Joseph Kabila ait des mèches avec eux. Ils doivent apporter des preuves. Et ceux qui sont censés de nous dire réellement que M. Kabila est coupable, ce n'est pas ni au président de la République, parce que vous savez bien, le principe de séparation du pouvoir, ce n'est ni au gouvernement de confirmer cela, c'est la justice, les cours et tribunaux. Il faut qu'il y ait un jugement qui reconnaît M. Joseph Kabila comme étant coupable. Là, on est quand même d'accord parce que c'est les cours et tribunaux qui sont censés les dire le droit. Mais me dire que le président de la République l'a dit, me dire que le gouvernement l'a dit, en tout cas, je pense que ce n'est pas du tout leur travail. Très bien. Déjà, on prend le tout dernier point. On atterrit justement, c'est par cette affaire de justice où le bras de fer Constant Mutamba Mvonde semble donner une autre tournure aujourd'hui parce que après le premier réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation contre le Mineta à la justice, Constant Mutamba, demandant justement l'autorisation, plutôt afin qu'il vienne répondre justement, afin qu'il soit auditionné. Et cette étape avait été franchie. Constant Mutamba avait été auditionné plus d'une fois. Mais la troisième fois, on parlerait de ses avocats qui s'étaient présentés à sa place. Aujourd'hui, c'est un deuxième réquisitoire du PGR contre Constant Mutamba. Mais cette fois-ci, pour demander l'autorisation des poursuites sur cette affaire de 19 millions de dollars américains pour la construction de la prison à Kisangani. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous sur cette affaire alors que la justice congolaise poursuit ceux-là qui sèment la terreur dans l'est du pays? Ici à Kinshasa, il y a encore une bataille au sein de la justice entre le procureur général et le ministre de la Justice. Quelle lecture faites-vous, Esaïe Mbaki, autour de cette affaire? Merci beaucoup. Ça encore, c'est une question qui suscite des tensions au sein surtout de la jeunesse congolaise. Et moi, je suis heureux. Pourquoi? Parce que déjà, le président de la République l'avait si bien dit que la justice, elle est malade. Et nous, on croyait que Constant Mutamba serait le médecin légal, le médecin idéal. Mais tout à fait, à son arrivée, il a fait quand même des réformes courageuses au sein de la justice. Eh bien oui, mais moi je demanderai à l'excellence monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux qu'il fasse quand même une nette différence entre Constant Mutamba militant et Constant Mutamba étant ministre. Certes, oui, on doit changer le système, on doit arranger les choses, mais Constant Mutamba a très mal négocié sa mission. Dès l'entrée de jeu, il a commencé à attaquer tout le monde et partout.
Et nous avons même vu lors de la rentrée de la plénière judiciaire, les juges, les magistrats s'y sont sentis vraiment malaisés. Ils ont même réclamé cette présomption d'innocence. Et quant à ces problèmes, moi je pense que M. le ministre doit pouvoir répondre de ses actes. Lui qui récuse les PGR, les documents fuites depuis hier. Oui, le document est dans les nets, et dans l'étoile, dans le réseau. Moi, je vis ça sur X. Mais il doit quand même répondre de ses actes. Pourquoi je l'ai dit? Il a reconnu lors de son meeting populaire qu'il a fait dans le bureau étatique un lieu non approprié pour tenir des meetings, où il a même jeté de l'opprobre sur son chef direct, qui est la première ministre, je cite Judith Suminwa. Il a reconnu que la primature ne lui avait pas donné l'autorisation de conclure, soit de finir cet accord du marché gré à gré avec l'entreprise Sio. Et vous voyez, déjà le fait de reconnaître qu'on ne m'a pas autorisé de faire ceci et que moi je l'ai fait, c'est déjà un désordre. Et donc, il doit répondre par rapport à ça. Et deuxièmement, outre que ce prétendu détournement de 19 millions de dollars, Constant Mutamba doit aussi répondre de ses actes par rapport aux propos tenus lors de son meeting populaire tenu devant le palais de justice, qui est un lieu de travail et non un lieu de meeting. En ces propos, je cite, Bolobela Bango Boye. Ça, c'est un discours qu'un ministre ne peut pas tenir. Bolobela Bango Boye, Bakanisa Kina Kimi à partir de Tanzanie, n'a quoi affronter Bango. Mais là, on se pose la question, c'est un ministre ou un militant? Une expression qui a été utilisée également par Matata Ponyo aujourd'hui, qui est introuvable depuis sa condamnation. Ah ben oui, c'est ça, vous voyez. Et là, moi, je me suis posé la question, mais je suis en face d'un ministre ou d'un militant qui lutte contre l'impérialisme occidental. Vous voyez, donc, au regard de ces propos, M. Constant Mutamba doit pouvoir répondre de ses actes et aussi d'avoir taxé son chef direct de Karaba la sorcière, parce que ce sont les fonctionnaires du ministère de la Justice qui criaient Karaba la sorcière. Étant donné que Mutamba n'avait pas interrompu ces gens, n'avait pas recadré ces gens-là, on doit directement l'incomber tout ce qui a été dit. Parce que c'est lui qui a organisé ces meetings populaires, déjà dans un lieu non approprié, parce que c'est un bureau étatique. Et supposons qu'il y avait peut-être un ambassadeur d'un autre pays qui passait par là. On dirait quoi du Congo? Quelle est l'image qu'on est en train de vendre de notre pays? Et donc, c'est vraiment grave face à ces jeunes qui sont animés d'un fanatisme. Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse des analyses ou soit des études objectives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à regarder que la réaction, mais n'ont pas vu l'action. L'action, c'est le ministre de la Justice qui a commencé. Déjà, dès lors de l'entrain déjà, il a très mal négocié sa mission. Certes, on veut tous changer la donne, on veut tous changer les systèmes, et c'est dans les systèmes qu'on change les systèmes, mais ce n'est pas un individu qui change tout un système établi depuis lors. Donc il faudrait qu'il y ait quand même un processus à suivre, un cheminement, des méthodes à suivre pour qu'il y ait changement. Ce n'est pas d'une manière si brutale comme l'excellence l'a fait qu'on devrait changer les choses. Et donc moi je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il doit nécessairement revoir sa manière de faire étant ministre, et qui doit savoir qu'il n'a pas les monopoles du pouvoir. Et aujourd'hui que l'Assemblée nationale a un deuxième réquisitoire, cette fois-ci pour l'autorisation des poursuites contre le militaire, pensez-vous que cette procédure, il y a de ceux qui pensent que la procédure est allée plus vite parce que on semble voir l'ombre de Mutamba partout, ou bien il s'agit d'un élément qui est jeune et il faut l'écarter? Je ne le dirai pas. Et là, je pourrais même m'aligner aux propos tenus par le député national, l'honorable Jonas Tchungi Tchungi, qui disait que personne ne veut de la tête de Constant Mutamba. Ça, on ne veut pas de ça. Mais au moins, il faut que la justice, la vraie justice, soit faite afin que tout le monde se sente quand même à sa place. Si déjà lui qui est censé faire respecter la loi biaise ces lois, que serait la suite?
quelle serait la suite. Donc moi je pense que les députés fassent leur travail et que nous ayons quand même des résultats en tout cas vraiment nets et positifs par rapport à cette affaire parce que ça résonne vraiment au sein de la jeunesse congolaise qui veulent à tout prix soutenir le ministre Constant Mutamba parce que c'est un jeune sans pourtant regarder aussi le côté faible du ministre bien qu'il soit jeune. En tout cas, moi, je ne fais pas du fanatisme. Je fais des analyses objectives. Si c'est bon, c'est bon. Déjà, lorsqu'il a été empoisonné, j'avais fait un tweet disant que non, il devait mettre un peu d'eau dans les vins parce qu'il est entouré de gens qui ne veulent pas voir le développement de ces pays. Mais là, bon, il s'est appelé l'X, excusez-moi les termes, de faire peut-être tout ce qu'il veut. Et d'autant plus qu'il y a une hiérarchie qui devait être vraiment poursuivi. Donc par rapport à cette affaire, il doit répondre. Pourquoi? Par le simple fait déjà qu'il a reconnu qu'il n'a pas été autorisé par la primature de cheminer avec ce processus de marche gré à gré pour la construction de cette maison d'arrêt de Kisangani. Très bien. Déjà, Shadrach Mopata Zion Construction, c'est une société qui devrait justement procéder à la construction justement de cette prison, mais dans le rapport lu à l'Assemblée nationale par les rapporteurs, le député national Jacques Dioli, il y a eu cette vérité que Zion Construction est soupçonné d'être une façade pour camoufler les détournements avec des associés introuvables faisant l'objet des recherches. Et donc, il y a même un document rendu public par les PGR contre un certain proche de Constant Mutamba, plutôt un certain responsable de cette entreprise. Qui serait en fuite. Justement, qui serait en fuite. Et pensez-vous que ces faits contre le ministre de la Justice sont-ils fondés? Selon le rapport que nous avons eu auprès de l'Assemblée nationale, si tel est le cas, on dit toujours que l'infraction tentée est punie de la même manière que l'infraction consommée. Si tel est le cas, M. Constant Mutamba regarde la loi, il doit être considéré, jugé comme étant quelqu'un qui a pu détourner l'argent. Mais j'aimerais quand même que nous puissions faire des analyses objectives par rapport à Constant Mutamba. Parce que Constant Mutamba n'est pas quand même un diable. C'est un jeune qui est tellement ambitieux. Ce que je reconnais en lui, et il veut tout changer. Alors que, comme mon frère l'a bien dit, pour changer un système, vous devez vous retrouver dans un système. Et ce n'est pas du jour au demain qu'on change un système. C'est un travail qui exige quand même du temps. Et ce que je pourrais reprocher à Constant Mutamba, c'est de manquer la maturité politique. Vous savez, et il se comporte comme étant un juriste, comme étant un maître avocat et non comme un politicien. Je l'ai toujours dit, tout ce que vous pouvez faire dans la vie, toutes vos études, mais quand vous entrez dans la science politique, dans la politique, vous devez quand même apprendre. Vous ne pouvez ou ne pas aller à l'université pour apprendre la science politique, mais vous devez être à côté de gens qui ont bien maîtrisé, des gens qui sont expérimentés pour comprendre la politique, parce que la politique, comme étant une science, a des objectifs, des objets qui sont différents des autres sciences. Déjà, Mutamba, dès son entrée au pouvoir, nous avons tous constaté qu'il y a eu un bras de fer avec le magistrat. Et pensez-vous ça allait toujours passer comme ça? Parce qu'en politique, vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, mais ça peut vous rattraper demain. Déjà, Constant Mutamba, on se rend compte qu'il y a aussi des bras de fer avec la première ministre, Madame Judith Suminwa, déjà. Non seulement la première ministre, mais le Conseil supérieur de la magistrature aussi. Donc c'est déjà un problème aussi. Et je dois aussi reconnaître aussi
tout ce qu'il essaie un peu de faire avec le ministère de la Justice, dans ces pays, il y a toujours des gens que moi j'appelle les ennemis de la République et qui ne veulent pas que nous puissions se développer. Et c'est que peut-être Constant Moutamba essaie de faire au ministère de la Justice ne serait pas quand même salué ou apprécié par tout le monde. Les ennemis de la République vont se constituer aussi comme étant les ennemis de Constant Moutamba parce qu'il essaie un peu de faire quelque chose du bien au sein du ministère de la Justice. Mais au moins, on doit reconnaître que M. Constant Moutamba, il a manqué de la maturité politique. Il est ministre de la Justice, mais n'est pas du tout la justice. Il doit au moins répondre à ses actes pour sauver au moins l'image de la justice que le président de la République lui-même a reconnu être malade. Constant Moutamba doit sauver cette image en acceptant de reconnaître qu'il est fautif, en acceptant de reconnaître sa peine. Donc, il mérite au moins que la justice puisse faire son travail pour que nous puissions quand même avoir l'espoir. Parce que, je l'ai dit, aujourd'hui, les gens qui font la faculté des droits, ils ne sont pas du tout, n'ont pas du tout cette fierté de dire que je suis juriste. Parce que c'est qu'on les apprenne là-bas, ça se limite qu'au niveau de la théorie. Dans la pratique, il y a toute autre chose. Il est temps que nous, les jeunes, nous puissions quand même redorer l'image de cette justice qui ne fait pas du tout confiance aux Congolais ainsi que les gens qui sont à l'étranger. Constant Moutamba a été beaucoup plus allé trop vite sans pour autant mettre un peu de l'eau dans le Depuis hier, il a rendu public un document dans lequel il récuse justement le PGR. Et comment il est tantôt il réquise, tantôt il reconnaît qu'il a quand même fait beaucoup de défauts qui ont entaché par rapport à sa démarche. Donc il doit quand même, on doit le punir, la justice doit faire son travail. Si l'entre-justice peut violer même un procès contre Joseph Kabila, celui qui nous a dirigé pendant 18 ans, qu'en est-il de Constant Moutamba? Donc la justice est au-dessus de tout, il doit reconnaître ses défauts, il doit être puni et la justice doit dire son droit. Très bien. Quelques minutes pour finir cette émission, votre mot de la fin. J'ai dit à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent en ce moment, oui c'est vrai, aujourd'hui les choses ne marchent pas, mais nous espérons que demain les choses iront mieux. Et nous qui êtes les jeunes, nous sommes en train de lutter, nous sommes en train d'essayer de changer le Congo parce que la solution pour le Congo ne viendra jamais des Occidentaux, ne viendra jamais des États-Unis d'Amérique, mais la solution pour le Congo ne viendra que pour les Congolais. Moi, on m'a appris comment est-ce que le Congo a été créé et qu'est-ce qu'ils ont décidé du Congo. Donc, pour que le Congo puisse redorer son image, pour que le Congo soit réellement ce que nous sommes en train de penser, nous devons mettre à côté notre égoïsme et travailler dans l'unité. Et je fais aussi appel à M. Bemba, vieux que vous êtes, nous, jeunes générations, jeunes politiciens, nous avons besoin aussi de rester, de garder quand même une bonne image pour vous. Il est temps pour vous de vous voir qu'est-ce que vous avez fait pour ce Congo. Qu'est-ce que vous allez laisser pour nous? En tout cas, je ne vois pas. Il est temps pour vous de revoir un peu avec votre démarche. Merci. Esaïe Mbaki, vous avez la parole. Les derniers mots. Merci beaucoup pour l'accord de ces derniers mots. Il y a un président américain qui a dit, j'ai oublié son nom, il a dit, avant de réclamer quelque chose pour les pays, demandez-vous aussi qu'est-ce que vous avez fait pour les pays. Nous, jeunes, nous devons nous imprégner premièrement de notre situation, de chercher au moins des pistes de solutions. Et par rapport à l'avenir de la RDC a été retracée, créée sans nous. Et nous devons aussi solutionner nos problèmes sans ces gens-là. Moi, je me rappelle bien, les Chinois nous ont doté, soit nous ont vendu des drones d'attaque, et après, ils sont allés encore donner du moyen au M23 pour qu'ils puissent contre-attaquer notre drones. Et donc, face à la jeunesse, nous devons vraiment être fermes, nous devons être exigeants. Et avant de réclamer nos droits, nous devons aussi nous assurer que nous sommes bel et bien dans nos devoirs. Et ce sont un peu d'être fanatiques, ce sont un peu cet esprit moutonnier. Soyons justes, soyons objectifs, travaillons pour l'intérêt national et non égoïste. Et à nos politiciens et surtout opposants,
C'est en fait cet esprit égoïste, penser aux autres, penser à l'intérêt de la nation, penser à ces beaux pays qui se voient déjà au loin fleurir. Maintenir cet esprit égoïste, en tout cas, ça ne nous aiderait pas à avancer. Très bien. Merci beaucoup à Esaïe Mbaki. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à Shadrack Mopata. Je rappelle que vous êtes cadre du parti MSR. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais je fais cet appel justement, c'est par rapport à un frère qui est au Kasaï oriental. Il aura son concert, c'est 6 juillet 2025 à l'hôtel Métropole de 14h à 19h. Il s'agit bel et bien du groupe Prototokia Gospel qui va tenir un concert sous le haut patronage du révérend Léonard Kayumbi Beya, qui est le parent du député national Toby Kayumbi, à qui nous demandons à ce que votre implication va faire à ce qu'une équipe de Kinshasa se retrouve en Bujimaï pour assister à ces grands concerts que va tenir les Prototokia Gospel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.